En cette rentrée d'une année où des jeunes vont avoir à réfléchir sur leur orientation, à rechercher un stage, voire un premier emploi, j'ai choisi de réfléchir à la place donnée à la jeune génération dans le monde du travail et surtout quel est son rapport au travail. Je rappelle que aujourd'hui, 25% des 16-25 ans sont au chômage. Pour parler des jeunes et du travail, j'ai à mes côtés Martine Pagès, consultante en ressources humaines et directrice du cabinet Adelante. Bonjour Martine. Bonjour Nicole. Monsieur Pensier, qui représente notre école IFC, notamment sur l'alternance, école qui propose de l'alternance. Vous aviez d'ailleurs eu l'occasion de venir présenter. Tout à fait, c'est toujours un plaisir d'être là. Merci, et on est content de vous recevoir. Alan Rochette, Bonjour. Vous êtes étudiant en droit, doctorant. Oui, tout à fait. Et vous êtes vice-président des étudiants de l'Université d'Avignon. Et puis on est heureux de vous accueillir. Le plaisir à partager. Et Camille Travers sera en ligne. Camille Travers est directrice d'Octopus Factory, qui est un cabinet de recrutement par le web 2.0. Bonjour Camille. Bonjour. Martine, on va attaquer par vous. Attaquons. Qu'appelle-t-on, Martine, la génération Y ? La génération Y. Génération Y, c'est une appellation qui est plutôt qui vient du monde de la sociologie. Ça n'a rien de génétique ou de biologique. Ce serait plutôt les jeunes entre 15 et 30 ans. Donc on pourrait même dire aujourd'hui qu'il y a des jeunes Y et des vieux Y, parce que 15 ans, 30 ans, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc c'est l'essentiel des jeunes qui sont sur le monde du travail aujourd'hui et qui, je dirais, déboulent dans les entreprises et perturbent un peu, par contre-coup, ce qu'on appelle la génération X, et la génération des baby-boomers, puisque jusqu'en 2020, dans les entreprises, on va retrouver ces trois types de générations au travail. Donc vous me parlez là des gens qui vont avoir à manager ces jeunes. Alors, ceux qui ont à les manager sont ce qu'on appelle les baby-boomers et la génération X. Certains sont aussi des générations Y dans les managers, mais la génération Y, chaque génération a à peu près un fonctionnement un peu spécifique en fonction de la façon dont elle a été éduquée, dont elle a grandi, des impacts culturels qu'il y a eu dans le développement et dans l'histoire de chacun. De spécifique, la génération Y est née avec la mondialisation, avec l'ouverture des frontières. C'est une génération aussi qui connaît Internet, qui connaît... qui est dans les nouvelles technologies, en fait. Les technologies à fond, ce qu'on appelle les TIS. Voilà, c'est une génération qui ne fonctionne pas tout à fait pareil que les anciens. Puis c'est une génération qui a le goût pour la rapidité également. À fond dans l'immédiateté, c'est une génération qui est toujours connectée au SMS, à Facebook, et qui fonctionne en réseau, qui ne comprend pas très bien pourquoi dans l'entreprise on ne fonctionne pas autant en réseau, mais plutôt en couche hiérarchique, qui est constamment informée, qui ne reconnaît pas tout à fait l'autorité, qui préfère reconnaître la compétence et non pas le statut hiérarchique. Voilà, c'est une génération qui apporte quand même pas mal de bouleversements et de façons de faire. Mais c'est une génération qui est très créative, qui est très ouverte, qui est très généreuse aussi. Voilà. Oui, qui a des atouts importants. C'est certain. Alan Rochette, vous reconnaissez dans cette description ? Bon, j'espère faire partie des milieux génération Y à 25 ans. Oui, je me retrouve plutôt bien dans la description que vient de faire Madame Pagès. Surtout au niveau, je pense, de la connectivité, de la connexion, aussi bien entre les personnes que sur Internet, via les réseaux sociaux et les appareils maintenant qu'on appelle smartphones, qui permettent d'avoir Internet au final au bout des doigts. Et puis, je pense que ce qu'a dit Madame Pagès, c'est qui était important et que vous avez souligné, c'était aussi que la génération Y est une génération bourrée de qualité, de talent, qu'on a parfois tendance malheureusement à négliger. Trop stigmatiser aussi, peut-être par méconnaissance, peut-être par le fait qu'elle soit aussi particulière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui malheureusement n'a pas toujours les moyens d'exprimer tout ce talent, surtout en période économique actuelle. Alors, une jeunesse connectée, Camille Travers, vous, c'est votre champ d'action, parce que vous êtes dans le Tout à fait, sur l'utilisation des médias sociaux,
afin de dénicher des jeunes talents, ou moins jeunes d'ailleurs, car les jeunes diplômés ne sont pas les seuls à utiliser la connectivité pour se faire repérer par les recruteurs. Je voulais simplement rajouter que la génération Y, c'est également une génération qui a connu le chômage et qui connaît le chômage même des fois avant l'insertion professionnelle et qui du coup a d'autres attentes par rapport à l'entreprise. Quelles sont par exemple ces attentes ? C'est vrai qu'un jeune aujourd'hui va souvent être en attente de développement personnel, de développement de ses compétences au-delà de la fiche de poste ou du salaire. Ce qui développe de nouveaux types de management forcément. Est-ce que c'est une jeunesse qui attend d'être respectée ? Or aujourd'hui, ces stages à répétition, des CDD aussi, est-ce qu'ils se sentent respectés à ce moment-là ? Martine, vous voulez répondre à ça ? Non, ce que disait Camille, il me faisait penser que, effectivement, les jeunes, l'attente qu'ils ont par rapport à l'entreprise, les entreprises qui correspondent bien à ces attentes-là sont les entreprises qui fonctionnent sur le mode d'entreprise libérée. Et ça, c'est un bonheur pour ces gens-là et pour ces entreprises aussi. Après, la majeure partie des entreprises sont plutôt des entreprises traditionnelles qui fonctionnent avec beaucoup de contrôle, avec beaucoup de commandes, avec des niveaux hiérarchiques très forts. Et ça, c'est plutôt pénalisant pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense que dans l'entreprise, il faudrait réviser aussi la relation hiérarchique pour que tout le monde y trouve son compte. Vous voulez dire, Camille Travers, que peut-être les jeunes ne sont pas si heureux que ça aujourd'hui dans leur environnement ? Le côté zapping qu'on peut reprocher souvent à la génération Y est lié souvent à une insatisfaction en fait de leur épanouissement et du développement de leurs compétences au sein de l'entreprise par rapport à leurs attentes en fait. Et que c'est souvent des jeunes qui veulent apporter beaucoup plus à l'entreprise que les missions qui sont proposées au départ. Donc ça veut dire qu'ils dérangent ? Chaque génération a dérangé dans le bon sens. Ça, c'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, le fait que, comme le disait Madame Pagès, c'est pas forcément qu'il y a un non-respect de la hiérarchie, mais il y a une volonté à développer des projets et être en gestion de projet de manière managée et être managé de manière plus transversale que de manière pyramidale, telle qu'on avait l'habitude, avec son supérieur hiérarchique qui avait plus d'expérience, qui était le mentor en fait. Est-ce qu'on peut imaginer à ce moment-là que c'est tel qu'on fonctionnait déjà dans la famille, où le père avait autorité ? Aujourd'hui, cette autorité, les parents ont du mal à la mettre en place. On tâtonne avec l'autorité en famille. Effectivement, je pense qu'on est dans un monde qui est en pleine évolution et que cela touche un certain nombre de domaines, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et les réseaux sociaux viennent un peu bouleverser tout ça et apportent à l'individu une présence, qu'elle soit personnelle et professionnelle, à laquelle il doit de plus en plus s'attacher. Monsieur Pensier, vous souhaitiez, je vous ai vu réagir, vous souhaitez intervenir sur les propos de Madame Travers, sur lesquels je suis tout à fait d'accord, par rapport à une génération qui est en manque de repères. Et peut-être même en manque de reconnaissance. Donc j'ai la chance d'intervenir sur des cycles donc BTS et Bac plus 3 en alternance. Donc on voit des jeunes, j'ai la partie donc on va dire théorique, l'enseignement théorique, et eux nous amènent leur expérience de terrain qu'ils peuvent donc avoir en alternance, donc en contrat de professionnalisation. Et très souvent on a ce cas de figure où on a des jeunes qui sont plein de bonnes idées, plein de bonnes volontés, qui ont très souvent des idées brillantes sur des stratégies à mettre en place au sein de l'entreprise, mais étant donné qu'ils sont donc simplement des petits jeunes, pour reprendre l'expression donc de leurs employeurs, donc leurs projets sont mis au placard, et là il y a vraiment un manque de reconnaissance et une réelle frustration de cette jeunesse-là. Donc sans tomber dans le débat sociologique, il y a un autre facteur, je pense, qui est assez important pour les jeunes vis-à-vis de l'emploi et de leur insertion professionnelle, c'est tout simplement le monde qui nous entoure, l'actualité qui nous entoure. Donc la seule actualité qu'ils retiennent en tout cas, c'est l'actualité négative, l'actualité par rapport au chômage, par rapport aux délocalisations, etc. Donc très souvent, on a donc des jeunes qui sont démoralisés, disent oui mais bon voilà, je fais mon contrat pro, je suis content, mais de toute manière je vais aller pointer à Pôle emploi à la fin. Donc nous, notre rôle en tant que formateur dans l'alternance, c'est avant tout de mettre en avant leurs compétences, de bien leur faire
faire comprendre qu'ils peuvent avoir confiance en eux parce que ce qu'ils apprennent à travers ces cursus-là leur permet d'être directement opérationnels sur le terrain. Donc ça, c'est assez important. Dites-moi si je m'arrête, Madame Pagès, vous qui êtes dans le recrutement. Je pense qu'un jeune en alternance a plus de facilité à s'intégrer dans une entreprise, enfin en tout cas en termes de temps. Tout à fait. Et dans le fonctionnement de ces jeunes, beaucoup sont très frustrés. Moi, je vous rejoins tout à fait sur les conditions de travail. Alors, pas les conditions sur le plan sociaux, mais sur leur façon de travailler, ils sont très pénalisés et frustrés. Et moi, je pense que les managers doivent vraiment se mettre en question et se mettre au service des gens qu'ils emploient et non pas l'inverse. Aujourd'hui, des entreprises, de mon point de vue, fonctionnent un peu sur la tête. Je pense qu'il faudrait que la hiérarchie soit au service des employés et non pas l'inverse. Et vous, Monsieur Rochette, je vois que vous voulez intervenir parce qu'on parle de votre génération. On parle de ma génération, puis je me retrouve dans ce qui a été dit. Et notamment, je pense que le point commun un petit peu à tout ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'autonomie des jeunes, des étudiants, qu'ils deviennent acteurs. C'était un mot qu'on avait employé. Et à l'université, c'est ce qu'au moins on essaye de faire via les associations étudiantes, la vie étudiante, que les étudiants prennent le pas, animent leur campus, proposent des activités. Ça, c'est des choses, je pense qu'après font la différence, notamment puisqu'ils développent des compétences via cet engagement étudiant au niveau du recrutement. Et puis je pense qu'au final, dans l'entreprise, ça doit être un petit peu pareil. Il faut libérer peut-être les jeunes qui puissent devenir l'entreprise libérée, qu'ils deviennent acteurs au final de l'entreprise. Force de proposition, tout à fait, ouais. Camille Travers, quand donc une entreprise se rapproche de vous pour un recrutement, est-ce que vous arrivez à faire évoluer la pensée des managers que vous côtoyez ? C'est encore un travail qui est compliqué. Il y a quand même du copier-coller qui est encore assez important dans les fiches de poste et dans les attentes de l'entreprise par rapport à ces recrutements. C'est-à-dire qu'une personne quitte son poste, on va chercher la même pour le remplacer, la même formation, le même type d'expérience, sans apporter une réflexion sur les causes du départ en fait de cette personne. Et on reste quand même très bloqué sur des outils assez classiques dans le recrutement qui vont être le CV et éventuellement la lettre de motivation, même si aujourd'hui, malheureusement, elle a de moins en moins d'importance. Elle a moins d'importance. Alors, qu'est-ce qui a le plus d'importance aujourd'hui, si c'est plus cette lettre ? Aujourd'hui, pour un jeune, ça va être la gestion de sa réputation numérique et la compréhension que par son usage du web qui est quotidien et qui est ancien en fait, il a une identité numérique et qu'il doit être amené tout au long de son parcours professionnel et de sa formation à la gérer, à être en veille et à aller de plus en plus vers une identité numérique professionnelle. Monsieur Rochette, est-ce que vous en avez conscience, vous et vos amis ? Moi, en tout cas, j'en ai conscience que la e-réputation est très importante quand j'irai chercher un travail, puisque désormais, on a le CV, il est sur Internet. On a une page Facebook, on a Twitter, tous nos outils, mais surtout tous nos actes virtuels sont consignés sur Internet. À un moment, on parlait du droit à l'oubli, le droit d'effacer aussi notre passage sur Internet. À l'heure actuelle, c'est toujours pas le cas. Je crois que même des entreprises se spécialisent pour rendre une e-réputation meilleure que ce qu'elle ne l'est véritablement. En tout cas, je ne suis pas convaincu que tous les jeunes, et encore vraiment les plus jeunes, aient vraiment conscience de tout ce qu'il peut se passer sur Internet à ce niveau-là, au niveau de la réputation. Monsieur Pensier, vous vouliez intervenir ? Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que nous, on a surtout un public qui commence sur les alentours de 18 ans. Donc, des jeunes bacheliers qui arrivent chez nous. Et le premier travail pour ceux qui recherchent une entreprise, on les accompagne donc sur des éléments qui commencent à être archaïques, puisque vous m'avez un peu ouvert les yeux, Madame Travers. Donc, c'est vrai qu'on était beaucoup sur la lettre de motivation et le CV. C'est vrai qu'on a peut-être négligé les conseils vis-à-vis de
par exemple, des réseaux sociaux comme Viadeo ou LinkedIn qui peuvent peut-être être intéressants pour un jeune qui est en passe de chercher un contrat de professionnalisation. Et c'est vrai qu'ils n'imaginent pas que leur événement personnel, leurs photos sur Facebook, etc., peuvent être vus par des recruteurs, et de plus en plus. D'ailleurs, j'ai parlé avec beaucoup de recruteurs qui m'ont dit, nous, la première chose qu'on fait quand on passe un jeune en entretien, on met son nom sur Facebook. Donc voilà, c'est vraiment l'élément qu'il va falloir que l'on intervienne le plus possible. Lors d'une rencontre que nous avions eue, Camille Travers, vous m'aviez dit qu'il y avait 47% des recruteurs qui vont maintenant surveiller la réputation. C'est marrant parce que 47% vont googliser en fait, c'est-à-dire qu'ils vont taper le nom et le prénom sur Google. Mais là, ce qui est intéressant avec l'intervenant, c'est qu'il dit sur Facebook, ce qui montre que en quelques années, le monde du web évolue également et que on est de plus en plus Facebook centrique, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus Facebook devient le web en fait. Et je voulais simplement revenir sur le CV, la lettre de motivation, qui restent des outils importants à travailler auprès des jeunes et à développer, mais qui restent des outils, alors que les réseaux sociaux, au-delà des outils, sont des espaces d'expression en fait. Et c'est en ça qui crée du coup des codes, des attitudes et des connexions qu'il faut appréhender et sur lesquelles il faut former non seulement les employeurs, mais également les futurs salariés et les salariés également en entreprise qui sont amenés également à s'exprimer sur leur entreprise de manière positive tout comme négative en fait. Martine Pagès, vous souhaitez réagir? Oui, je voudrais juste dire deux choses. Pendant la période d'essai, les managers vont aussi voir sur les réseaux ce que devient la personne qu'ils ont embauchée pour aussi se faire une idée et savoir si à la fin de la période d'essai, ils gardent ou ils ne gardent pas. Et puis, je dirais aussi, il y a une autre chose que j'ai oubliée. Vous avez réagi sur Googleisé. Sur Googleisé. Oui, bon, voilà, ça me reviendra. Monsieur Pensier, des études en alternance, les parents y adhèrent aujourd'hui un peu plus? Beaucoup plus. Je pense que l'alternance a toujours été dans les mœurs collectives quelque chose qui a une grosse connotation d'intégration professionnelle. On pense à nos grands-parents qui apprenaient leur métier avec leur patron, comme ils disaient, en apprentissage, etc. Donc le contrat de professionnalisation est une forme d'apprentissage, même si ce n'est pas un contrat d'apprentissage. En alternance, il y a deux grandes familles, le contrat d'apprentissage et le contrat pro. Au contrat pro, on retrouve surtout des formations dans les milieux tertiaires, donc tout ce qui est commerce, communication, etc. Beaucoup d'étudiants, je vais vous parler des étudiants en communication, puisque c'est la filière que je suis de plus près, s'inscrivent à 99,9%, tous en alternance dans un premier temps. Malheureusement, la réalité de marché fait qu'ils ne trouvent quasiment pas. Donc sur une classe à 25 étudiants, on en a un ou deux en alternance à tout casser. Donc ils sont en solution de repli ensuite sur des cycles classiques. Mais l'alternance attire de plus en plus. Ça a toujours attiré. Je pense qu'il n'y a pas de renouveau de ce point de vue-là. Mais c'est vrai, pour venir par rapport aux parents, sur les salons étudiants que l'on connaît sur Avignon, donc on a bientôt au mois de novembre le train de l'orientation par exemple, et le forum carrière qui a lieu à l'université, donc je n'ai pas encore la date, mais ça va, à Sainte-Marthe, ça sera sûrement sur les coups de février. On a beaucoup de parents qui accompagnent leurs enfants dans cette recherche. Et puis il y a une réalité qui fait que les parents ont, en tout cas la génération qui arrive, de moins en moins de fonds pour pouvoir financer éventuellement des études longues ou des études coûteuses à leurs enfants. Donc c'est vrai que l'alternance, c'est un peu du pain béni, puisque, là je parle du contrat pro, le jeune ne paye pas donc ni de frais de scolarité, ni de frais d'inscription, puisque c'est pris en charge par un organisme auquel les entreprises cotisent obligatoirement, et le jeune, cerise sur le gâteau, est rémunéré. Donc ce qui fait qu'ils ne sont pas à la charge de leurs parents, ils ont une autonomie financière, ils se retrouvent avec de l'expérience professionnelle à la clé, puisque prenez n'importe quelle, et ça c'est encore une aberration, n'importe quelle offre d'emploi, ce que l'on demande avant tout, avant le diplôme, c'est l'expérience professionnelle. J'allais y venir. Et ça, c'est le problème pour les jeunes aussi.
Oui. Ils sont même devenus spécialisés en expérience avant de débuter. C'est pour ça que beaucoup font énormément de stages. Et du coup, ils passent des années et des années en stage. Ils les multiplient, multistages. Voilà. Et du coup, ils deviennent débutants expérimentés. Oui. C'est une nouvelle catégorie. Je reviens sur ce que disait M. Rochette par rapport donc aux étudiants à la fac qui s'investissent dans la vie étudiante, les associations étudiantes. C'est très important, la vie associative pour un jeune. Puisqu'il va pouvoir, à travers ce bénévolat, donc mettre en avant des compétences, mettre en avant une expérience professionnelle riche sur le CV, qui sera plus porteuse, je pense, qu'un simple stage à travers un cursus d'études, mais un investissement associatif avec des missions et un développement de compétences précis par rapport à son choix de carrière, c'est quelque chose d'important à réfléchir et à mettre en avant. C'est ce que vous recherchez aussi, Camille Travers, vous observez ça chez un jeune? Chez le jeune, c'est vrai que moi j'ai tendance à accompagner mon client sur le fait que le jeune diplômé, par conséquent, ne va pas avoir d'expérience professionnelle et être opérationnel, comme on dit maintenant, sur le poste, dans l'immédiateté de la prise de poste. Moi, ce qui m'intéresse chez un jeune diplômé, c'est sa capacité, alors je reviens toujours sur les réseaux sociaux, bien sûr, sa capacité à les utiliser et à s'intéresser au monde qui est autour de lui, et notamment pour des profils en marketing ou en communication où effectivement on va recevoir énormément de candidatures si jamais on ouvre même un stage ou une offre d'emploi, mais en RH également. C'est leur capacité à utiliser ces nouveaux outils, à prendre conscience des nouveaux codes et à utiliser le web de manière positive en fait pour connaître des opportunités, pour être en échange autour de leur métier, de leur futur métier, de leur formation, parce que le web c'est aussi, et les réseaux sociaux c'est aussi énormément d'opportunités en fait. Certains jeunes, pendant leurs années de formation, donc avant même d'être en recherche d'emploi, vont être capables de tenir des blogs extrêmement intéressants, même pour des professionnels qui sont en entreprise. C'est une façon d'émerger et de montrer à quel point ils maîtrisent des nouveaux outils qui vont être amenés à connaître et à utiliser dans l'entreprise, dans leur futur métier. Je rebondis là-dessus. Oui. En effet, on a une nouvelle profession qui est apparue autour des réseaux sociaux, qui est le community manager. Donc le community manager, quel est son rôle? Son rôle est de gérer donc les réseaux sociaux, les blogs, les forums d'un annonceur, d'un employeur. Donc au final, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à travers ces nouvelles compétences développées par cette nouvelle génération, on arrive à créer de nouveaux emplois. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il y a des études qui se sont développées autour de ces, autour de ces compétences-là. Mais un jeune qui arrive dans une entreprise avec pour mission de développer les réseaux sociaux, il pourra le faire très facilement puisque c'est rentré dans ses habitudes de tous les jours. Et c'est là où on revient un peu à notre discussion de départ. Un petit jeune de 20 ans qui devient community manager d'une entreprise sera beaucoup plus réactif qu'un dinosaure de la même entreprise qui n'entrave rien à ce milieu-là. Oui. Alors l'heure avance malheureusement, donc moi ce que j'aimerais, c'est avant de conclure, que chacun donne un conseil à ces jeunes, et on va quand même rappeler que c'est quand même des jeunes qui prennent des risques, beaucoup montent leur boîte, je crois aussi, et qu'ils ont beaucoup d'envie, et qu'on ne le dit pas assez. C'est peut-être ça le problème. Mon petit mot peut-être de la fin, ce sera de dire à la génération Y et à toutes les générations qui coexistent, c'est de s'engager. Je pense que les jeunes de la génération Y, et on le dit peut-être pas assez souvent aussi, sont attachés, je pense, aux liens intergénérationnels. On en discutait aussi tout à l'heure, ils sont très respectueux des anciens de qui ils ont beaucoup à apprendre. Mais le maître mot, c'est vraiment l'engagement qui apporte l'autonomie, qui apporte les compétences pour les jeunes. Monsieur Pensier, un mot? Il n'y a plus qu'une minute. Plus qu'une minute, alors très rapide. Ce que j'essaie de transmettre à nos étudiants, c'est avant tout de ne plus avoir peur, de ne pas écouter tous les côtés négatifs qui existent. C'est voilà, ils ont 20 ans, ils ont le monde devant eux, ils ont le temps, ils ont la vie devant eux. Donc voilà, soyez réactifs et allez de l'avant, quoi.
Alors, je vous remercie. Merci Camille Travers. Je rappelle que vous avez écrit un ouvrage du e-recrutement au recrutement 2.0, édité chez Focus RH, donc qui peut intéresser les jeunes et les professionnels. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Martine Pagès. Je sais que vous prenez la route pour Strasbourg, Voilà, donc c'est sympa pour une formation. Et puis, merci à vous tous. Merci à vous. Et bonne chance à tous ces jeunes. Bonne chance à tous ces jeunes. Bonne chance à tous ces jeunes. Bonne chance.